Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde Vie ma vie de femmes entrepreneurs organisée par le Rallye des Pépites. Aujourd'hui, on est à Pau pour interviewer 4 femmes entrepreneurs au parcours bien différents et tous hyper intéressants. On va recevoir tout d'abord Majda Amar Slimane avec sa société au nom éponyme, Laurie Caz-Carrère du groupe APR, puis Nathalie Laroutis de Jérémique et enfin Laure Lavie d'Essais Transformés. Merci à vous d'être là, de nous écouter, de nous regarder. Et ben c'est parti. Bonjour Nathalie. Bonjour Théo. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je suis Nathalie Laroutis, donc j'ai 50 ans, 2 enfants. Je suis associée d'un groupe familial dans le secteur de l'automobile. Donc là, on voit qu'il y a marqué Jérémique, mais en fait, Jérémique, c'est juste la holding qui détient des parts dans diverses sociétés qui sont la carrosserie automobile, le contrôle technique et la location de véhicules. C'est ça, vous avez 3 entités différentes. C'est ça. Parfait, et on y reviendra. L'idée, c'est de comprendre ton parcours, comment t'en es arrivé là aujourd'hui. Et je crois qu'il y a d'autres activités autour de celle-ci dont tu viens de parler, de l'entreprise, si je ne m'abuse. Et on y reviendra au fur et à mesure. Est-ce que tu peux nous parler des études que tu as faites et avant d'arriver justement à cette entreprise familiale, ce qui s'est passé, Oui, s'il tout te à plaît. fait. Donc moi, j'ai fait des études de droit parce que également, comme Majda, j'avais vraiment envie de faire du droit depuis le collège. Voilà, une certaine idée de la justice, de l'injustice. Ouais. Donc j'ai fait des études de droit donc à la faculté de Pau. C'est toujours ce que j'ai voulu faire. Donc j'ai commencé donc à la en droit. Au départ, je voulais être dans la magistrature, je voulais être juge des enfants. Mais en deuxième année, donc on aborde le droit pénal. Donc le droit pénal, ça m'a pas du tout plu, j'ai pas du tout accroché. Et j'ai dit bon, ça va pas le faire, ça me plaît pas. Donc je me suis orientée vers du droit des affaires. Donc j'ai un DESS en droit des affaires. J'ai passé l'année de ma maîtrise à Saragosse en Espagne pour avoir une double maîtrise. J'ai toujours voulu aussi partir à l'étranger. Je suis très attirée par les pays latins et par cette langue espagnole. Ouais. Donc une fois les études terminées, j'ai un petit peu eu des difficultés à trouver du travail. J'avais pas le bon âge, j'avais pas le bon sexe. Donc c'était très compliqué. J'ai mis 2 ans. Au final, j'ai trouvé un poste. Donc ma formation, c'était pour être juriste d'entreprise. Donc moi, je me voyais aller à Paris dans les grosses boîtes, dans un super job. Boulevard Haussmann. Presque, ouais. C'est ça. Mais non, donc le rêve, c'est un peu brisé et j'ai trouvé du travail. Donc quelqu'un m'a donné, je dirais, ma chance dans un cabinet d'expertise comptable, un jeune patron, qui m'a fait confiance pour être juriste dans son cabinet d'expertise comptable. Donc là, j'y suis restée un peu moins de 2 ans. Ensuite, je suis partie sur Montpellier parce que donc mon conjoint avait trouvé du travail sur Montpellier. Donc là, j'ai retrouvé du travail ayant eu de l'expérience, parce que le problème, c'est quand on est jeune, qu'on arrive sur le marché du travail, on n'a pas d'expérience. Donc c'est un petit peu compliqué pour qu'on nous fasse confiance. Donc j'ai travaillé ensuite sur Montpellier dans un cabinet d'expertise comptable, toujours en tant que juriste. Ouais. Là, je ne me suis pas trop entendue avec l'expert comptable qui était un petit peu particulier. J'ai un petit peu de soucis avec l'autorité, je dirais. Donc, j'ai retrouvé du travail dans un syndicat du bâtiment, donc qui s'appelle la CAPEB, qui est assez connu. Là, j'étais juriste aussi en droit des affaires. Donc, je faisais tout ce qui était la création de la création de la société jusqu'à la fin de la société, les statuts, tous les actes juridiques, tous les baux commerciaux. Vraiment ce que j'avais étudié. Ensuite, quand j'étais donc dans ce syndicat, j'ai rencontré une femme très charismatique qui à la tête d'une fédération de coopératives artisanales qui est sur Paris, qui m'a en fait débauchée et qui m'a embarquée avec elle dans son aventure. Donc je me suis installée donc une première fois à mon compte, donc j'ai été consultante, donc je faisais des formations et je faisais de l'audit dans un secteur évidemment très masculin, c'est des artisans qui construisent de la maison individuelle et qui se groupent, donc il y avait une certaine philosophie attachée à ce genre de pratique, donc la coopérative, entraide, collaboration, un certain esprit. Donc moi j'étais chargée de faire des audits et des formations à travers toute la France. Donc ça m'a permis d'aller notamment en Guadeloupe, en Martinique, c'était un peu sympa. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, j'avais les enfants encore petits. Le dernier, il avait 3 ans. C'était une organisation absolument démente, parce que mon mari travaillait sur Marseille, on habitait à Montpellier. Et moi, je faisais un peu toute la France. Donc je partais 3-4 jours
dans la semaine, donc c'était assez compliqué. Intense, donc c'était pas toutes les semaines, mais bon, c'était assez intense et on avait des super voisins qui nous rendaient bien service pour aller récupérer les gamins à l'école. Ouais. Donc au bout de 5 ans, j'en ai un peu marre. Mon mari il s'inquiétait pour moi, il me dit tu fais de la route, on sait jamais si t'arrive un truc. Bon. Bref, et lui a toujours eu envie il est issu d'une famille d'entrepreneurs, donc son père a créé sa carrosserie et il est parti, je dirais, de zéro et il a réussi à avoir une belle entreprise à la fin. Donc il avait toujours, mon mari, cette envie d'entrepreneuriat, voilà, de se monter à son compte et qu'on puisse travailler ensemble. Donc l'audace, ça paye. Donc il a écrit, alors nous on est originaire de Pau, donc on était sur Montpellier, donc il a écrit au propriétaire des 2 plus grosses carrosseries de Pau en lui disant est-ce qu'il était intéressé pour vendre. Donc moi je dis mais ça marchera jamais, je ne croyais vraiment pas. Et manque de bol ou coup de bol, je sais pas, mais ça a marché et il était vendeur quoi. Donc du coup, on est revenu on s'est embarqué dans ce projet qui était un projet familial. Donc on est revenu dans la région. On a repris l'entreprise familiale donc de ses parents et en même temps, on a acheté les 2 autres entreprises. Donc la carrosserie Cléris et la carrosserie Triverio. Pourquoi faire simple? Autant acheter les 3 d'un coup. Comme ça, on se met bien dans le voilà. Donc, mais on n'était pas tout seul. On était 4 en fait. À la base, on était 4. Comme je dis, c'est un groupe familial. Donc il y avait ma belle-sœur qui travaillait déjà dans la carrosserie à Mourenx et mon beau-frère aussi. Donc eux, ils ont le côté technique et connaissance de l'entreprise quoi. Donc mon beau-frère était carrossier, ma belle-sœur faisait tout le commercial, tout l'administratif. Moi, j'étais juriste et mon mari, c'est un ex-banquier. Il est juriste, mais c'est un ex-banquier. Donc, au niveau du montage de projet, on n'a pas eu de problème. Ça allait. Pour faire les prévisionnels, tout le juridique. On a un ami qui est avocat, donc qui nous a aidés là-dedans. Donc, le projet s'est monté comme ça, en essayant d'embarquer tout le monde dans cet objectif-là. Donc, tout le monde n'a pas forcément les mêmes objectifs. Donc, on était complémentaires. Ça a marché pendant 4 ans, et puis ma belle-sœur a voulu un jour, elle s'y retrouvait plus. Elle avait peut-être pas trouvé sa place parce que c'est difficile, voilà, de trouver sa place quand on est 4 aussi, avec chacun des personnalités ou des attentes différentes. Donc elle est partie, donc elle a repris en fait la carrosserie sur Mourenx, qu'elle gère aujourd'hui très très bien, mais toute seule. Mon beau-frère est resté, mais là il est parti. Lui, il a fini aussi par quitter, je dirais, le navire à la fin de l'année 2020 parce qu'il en avait assez, je pense, de ce métier qu'il faisait depuis l'âge de ses 15 ans. C'était pas forcément un choix pour lui, c'était dicté, voilà, par je vais reprendre l'entreprise familiale, voilà. Et lui se sentait un peu obligé d'être dans ce secteur-là. Donc là, il s'est monté, lui, du coup, son entreprise individuelle. Donc il fait ce qu'on appelle du débosselage, c'est-à-dire que son peinture, c'est-à-dire que quand il y a de la grêle, il arrive à vous récupérer les voitures sans qu'on ait à les peindre avec des outils et des techniques particulières. Donc lui, il fait ça de son côté. Donc on se retrouve aujourd'hui associés avec mon mari. Donc on est très complémentaires. Je pense que si ça marche, il faut être complémentaire. Si on n'est pas complémentaire, ça ne peut pas le faire. Et toutes les décisions sont prises en commun. Et ça, voilà, ça j'y tiens. Même si moi, je fais la paye encore. On est à peu près 25 salariés. Ouais. Donc je m'occupe des RH, de la paye, de l'administratif. Lui, il est plutôt le côté commercial, mais les décisions, en tout cas, se prennent en commun. Ok, super, parfait, merci. Je reviens sur quelque chose que je garde en tête depuis tout à l'heure. Quand tu dis que tu as commencé, tu n'avais pas le bon âge et le bon sexe. Oui, parce que voilà, on dit c'est par rapport à ce métier-là en particulier? Non, pas ce métier-là. Je pense que c'est en général. C'était la période aussi des années 90. Là, c'était compliqué de trouver du boulot. Ben, j'imagine, on se dit, voilà, elle va tomber enceinte. Voilà, alors, je sais pas, j'ai attribué ça à ça parce qu'il me fallait peut-être une raison. Mais c'est vrai, donner sa chance, c'est pas évident, quoi, de trouver où il y a pas non plus pléthore de postes de juristes, de juristes d'affaires, il y en a pas non plus énormément. Donc sur ce qu'il y avait, ça a pas marché, quoi. Pourtant, j'ai fait des déplacements partout, j'étais mobile sur toute la France. Ouais. Donc, bon. Ok. Voilà. Et ça, aujourd'hui, pour le coup, j'imagine la carrosserie, ce milieu-là, c'est un milieu très masculin, je suppose. Oui, ça reste un milieu masculin. Mais j'étais dans le bâtiment avant. Donc, ok, donc toujours dans ce... J'ai fait 10 ans dans le bâtiment et que des hommes, ça ne me pose aucun problème de travailler avec les hommes. Même, je n'ai pas l'habitude de travailler avec les femmes, ça peut me déstabiliser parfois, quoi. Ça marche. Et donc aujourd'hui, tu disais, la carrosserie, vous avez donc 3 activités différentes, c'est ça? Oui, on sonne la carrosserie mécanique, tout ce qui a trait à la réparation du véhicule. On a une activité location depuis 4 ans et une activité contrôle technique depuis 3 ans pour laquelle on est associé
avec un ancien contrôleur technique. Ok. Et donc vous avez voulu lancer pour compléter votre offre ? Voilà, l'objectif, c'était de créer une synergie entre les différentes activités du groupe et l'objectif, c'était voilà, le service au client. À partir du moment où il amène sa voiture jusqu'au moment où il la reprend, qu'est-ce qu'on peut lui offrir et avoir tout un panel voilà, de services et d'activités dédiés à la voiture. Ok. Et justement, aujourd'hui, alors est-ce que c'est un secteur qui fonctionne bien déjà ? Oui, bon, on a eu un petit peu, comme tout le monde, une baisse du chiffre par rapport à la crise du Covid. On n'a fermé qu'une semaine puisqu'on a été activité essentielle, donc on a pu réouvrir avec un aménagement du temps de travail, des effectifs réduits. Bon, le personnel a joué le jeu. Là, comme les gens ne télétravaillent plus et qu'il n'y a plus de confinement, donc ils recirculent. Comme ils recirculent, il y a des accidents, très bien pour nous. Donc là, je trouve que ça circule vachement. Il y avait moins d'accidents aussi avec les animaux. Ça peut paraître... voilà. Ouais, on avait beaucoup de chocs avec des sangliers, des biches. Là, il n'y avait plus rien du tout, forcément. Donc je pense qu'il y a eu une petite reproduction d'animaux sauvages. Effectivement, bah oui, ils étaient tranquilles, il y avait qu'eux alors. Ouais, c'est important. Mais là, ça semble repartir. Ouais, okay. Donc voilà, on ne va pas se plaindre parce que je pense qu'on n'est pas les plus à plaindre. Ouais. Et on avait parlé aussi au téléphone, pour le coup, de marché de niche, parce que tu m'avais parlé de Tesla. Oui, c'est ça. Alors, c'est d'un secteur, alors je dirais le carrossier ou le mécano, je dirais à la papa, ça n'existe plus, quoi, qui a les mains noires et ça tend à disparaître. Il y a des mutations économiques et technologiques importantes et la voiture on doit s'adapter à ces mutations technologiques. Donc depuis peu, on a l'agrément, donc celle-là c'est le constructeur qui agrée, c'est l'agrément de Tesla, donc pour réparer des Tesla uniquement tout le secteur sud-ouest. Donc le seul réparateur Tesla qu'il y a est à Bordeaux. Il n'y en a pas à Bayonne, il n'y en a pas à Toulouse. Donc là, en ce moment, on a beaucoup de Tesla dans nos ateliers, donc ce qui a nécessité évidemment des formations, parce qu'ils ont un cahier, sur les Américains, ils ont un cahier des charges assez strict. Donc nous, on a identifié voilà, des ouvriers qui seraient intéressés. Hein. Bon, ça fait rêver Tesla, donc déjà rien que ça, on leur vend un peu de rêve. Donc ils seraient intéressés pour se former là-dessus. Donc ils sont partis quand même en Belgique et en Allemagne. Donc se former, donc maintenant ils sont dédiés sur ces véhicules électriques. Par contre, on n'a pas le droit de toucher à la data, hein, donc on peut réparer, voilà, la réparation structurelle, mais la data on ne touche pas. Ils envoient en fait, ils appellent ça un ranger, qui vient réinitialiser les voitures quand elles ont besoin. Mais c'est un univers voilà, de technologie qui fascine, quoi. Et l'importance de se diversifier aussi pour ton activité en l'occurrence. Et on va vers tout ce qui est réparation de véhicules électriques, parce que j'entendais encore ce matin là, que le parc allait augmenter, qu'il y aurait plus de 50% des voitures en 2000, je ne sais pas combien, qui seraient électriques. Donc il faut aller, je pense, dans ce domaine-là. Vous avez effectivement un enjeu de switcher un peu, de changer un peu. C'est ça, oui. Ok, et tu parlais de formation, mais je crois que vous faites aussi beaucoup d'apprentissage pour le coup. Oui, on essaie, voilà. Alors, le problème, c'est qu'on est des métiers en tension, et on a du mal à trouver, à recruter du personnel le qualifié, parce qu'un bon carrossier, il faut savoir que c'est 10 ans d'expérience, quoi. Ok. Donc, c'est des métiers avec des savoir-faire, avec des techniques, et on ne s'improvise pas. Carrossier peintre, bon, c'est un peu moins long, mais un bon carrossier, c'est très difficile à trouver. Et voilà, il faut leur donner les rémunérations, je dirais, adéquates. Donc on prend, là on a un apprenti qui a passé 2 ans chez nous et qu'on a embauché là en CDI. Et lui, il fait des formations parce qu'on va être aussi agréé BMW. On va faire tous les véhicules premium en fait. Okay. Donc il est parti en formation BMW là sur Lyon récemment. Ça permet de les valoriser aussi. Donc en général, ils sont passionnés de voitures à la base, mais ça permet de les valoriser et de leur faire confiance aussi. Ok. Et donc un enjeu de recrutement pour le coup, comme tu disais, toujours. Okay. Voilà, comme c'est compliqué d'en trouver, autant les former et essayer de les garder. Oui, c'est ça. Et surtout les garder. C'est ça, oui, s'ils valent le coup, quoi. Mais en général, on a très peu de turnover, donc bon, ils doivent être pas trop mal. C'est bon signe, effectivement. C'est bon signe. Très bon signe. Et alors, à côté de cette entreprise, pour le coup, tu as d'autres activités, notamment tu es vice-présidente du Conseil des prud'hommes. Est-ce que depuis 4 ans, est-ce que là aussi tu peux nous en parler? Pourquoi intégrer le Conseil des prud'hommes? Alors, ça fait écho à tes études de droit aussi, mais... Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Donc, pourquoi les prud'hommes? Parce que, bon, déjà, voilà, par rapport à ma formation en droit, je suis un peu la bougeotte, moi. Donc, en général, je restais 5 ans. Je ne suis jamais restée plus de 5 ans dans des boulots. Ok. Donc, voilà. Et puis, donc là, il te reste 1 an au prud'homme, alors, parce que ça fait 4 ans. Ça me plaît. Donc, je me suis dit, au départ, j'étais conseillère prud'homale et après, on m'a nommée, donc...
on a bien voulu m'élire, je dirais, à la présidence et vice-présidence. Non, j'avais envie de faire autre chose, d'avoir un rayonnement, je dirais, plus personnel que par le groupe, quoi, d'avoir voilà, ma propre vie, je dirais. Donc je me suis, voilà, et ça me plaît vraiment, quand j'y suis, je m'y sens bien, quoi. C'est vraiment un endroit où je me sens bien. Ça a permis, donc tout le monde connaît peut-être pas, mais c'est un fonctionnement paritaire. Donc on est un collège salarié et un collège employeur de même nombre. Donc sur Pau, on est quand même 74 conseillers. Okay. Donc avec un greffe qui assure toute la partie administrative et une présidence qui est bicéphale. Hein. Une fois c'est une présidence employeur, une fois c'est présidence salariée. Donc on tourne comme ça tous les ans et on est chargé d'assurer le bon fonctionnement du conseil. Donc on est une juridiction, je dirais, à part entière. On est des juges non professionnels, mais on est quand même des juges, donc nous rendons la justice. C'est un travail qui est extrêmement prenant, qui demande quand même quelques compétences, et c'est mieux si on vient du milieu du droit juridique. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Au cas où, pour ceux qui ne connaissent pas, à quoi sert le Conseil des prud'hommes ? Oui, alors il règle tous les litiges entre employeurs et salariés. Donc un litige sur le contrat, l'exécution du contrat de travail, la relation de travail. Donc on est là pour, je dirais, juger partie employeur, partie salarié. Donc ça amène des discussions assez houleuses. Mais c'est un fonctionnement qui est très intéressant. C'est unique, je dirais, parce que les autres juridictions ne fonctionnent pas du tout. Donc, ce n'est pas le côté paritaire. C'est très, très vieux, comme ça a une histoire, hein, le Conseil de prud'homme à la base. Et nous, on veut garder, je dirais, cette spécificité, parce qu'on essaie voilà, de professionnaliser, en fait, de mettre des magistrats professionnels dans ce domaine. Mais l'intérêt, c'est que le salarié et l'employeur, ils connaissent l'entreprise, ils connaissent les enjeux et ils sont à même de pouvoir juger un dossier. Voilà, sachant que ça amène des débats plus ou moins houleux. Donc il y a plusieurs sections, il y a 5 sections en fonction du domaine d'activité que vous avez. Donc il y a 5 sections. Et l'industrie, c'est toujours un peu plus tendu parce qu'il y a encore un peu ces clichés d'employeurs salariés. Après, sinon, ça se passe assez bien. Ça permet de structurer, je trouve, sa pensée, de développer des arguments pour essayer de convaincre la partie, je dirais, salariée qui n'a pas forcément les mêmes intentions que nous, quoi. Donc, une fois qu'on a délibéré, il y a un président d'audience, il y a tout un cérémonial, hein, puisque c'est quand même une institution judiciaire, et on rédige des jugements. Donc, au même titre qu'un magistrat au tribunal judiciaire, on rédige nos propres jugements qui sont susceptibles après d'appel devant la cour d'appel. Donc, on rend des comptes, on dépend donc du ressort de la cour d'appel de Pau. Donc, on rend des comptes aux magistrats de la cour d'appel de Pau, notamment au premier président et au procureur général. Ok. Et c'est bénévole ou pas ? Alors, on est défrayé, je dirais. D'accord. Non, c'est pas bénévole. On a une petite indemnité qui est un peu moins que le SMIC, je dirais, SMIC horaire. Donc, ok, ça marche. Voilà, donc on a du mal à trouver des volontaires. Ok, oui, parce que alors. C'est un gros travail, quoi. Ça prend. Ça peut prendre. Allez, moi, ça me prend avec la présidence une semaine dans le mois, quoi. Ah oui. Donc, il faut que, de par l'entreprise, on puisse dégager du temps et qu'on puisse nous autoriser à prendre ce temps-là, quoi. Parce que c'est très, très, très prenant, ouais. J'imagine, c'est prenant déjà en termes de temps et même mentalement, parce qu'on est quand même sur des sujets de litige. Oui, c'est toujours des sujets conflictuels. Donc, et puis, il y a une remise en question, il faut se former aussi, hein, parce que on applique essentiellement le droit, quoi. Donc, il faut se former aux nouvelles techniques et... Voilà. Effectivement. Et alors, à côté de ça aussi, tu es au conseil d'administration du MEDEF. Ouais. Est-ce que là aussi, tu peux nous en parler ? Qu'est-ce que tu fais là-bas Oui, bon, là, ça se limite un petit peu. Hein. Je siège au conseil d'administration du MEDEF pour essayer de prendre part aux décisions. Et puis, Mais tu m'avais quand même parlé de faire des actions en faveur des femmes aussi. Ça, je ne sais pas encore. On est, c'est l'idée. Ouais, je veux dire, avec le développement et de tous ces mouvements, la MeToo, là, c'est vrai que c'est... quelque chose qui me tient aussi à cœur et pourquoi pas essayer de faire aussi à notre niveau, je dirais, quelque chose pour cette promotion des femmes et peut-être les attirer aussi dans des métiers auxquels elles ne pensent pas forcément. Hein. C'est vrai que nous, dans la carrosserie, on n'en a pas, quoi. On a eu une apprentie en peinture il y a quelques années, mais elle n'est pas restée, quoi. Donc là, valoriser aussi nos métiers, l'attractivité de nos métiers pour que les filles...
elles viennent, quoi. Ouais. Donc, Qu'est-ce que tu aurais à leur dire, alors, pour le coup, justement, une fille qui nous regarderait, qui nous écouterait? Qu'elle n'hésite pas. Hein. Ouais. Après, je pense que les tabous, les clichés sont un peu tombés. Il y a un renouvellement des chefs d'entreprise qui sont prêts, je pense, à accueillir des filles au sein de leur équipe. Hein, parce que la personne que nous avons accueillie, bon, elle était pleine de qualités, très minutieuse. Enfin, il y a des qualités différentes qui peuvent être complémentaires de celles des hommes et elles peuvent apporter aussi autre chose à l'entreprise. J'ai envie de comprendre aussi qu'est-ce qui t'anime dans tout ce que tu fais, parce qu'au final, tu as quand même une casquette de chef d'entreprise. Tu es investi dans les instances locales, pour le coup. Qu'est-ce qui t'anime dans tout ça? Je sais pas, l'envie de voir autre chose, de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir de nouvelles expériences. Je veux dire, c'est vrai, la vie est courte, il faut en profiter, quoi. Il ne faut pas se retourner et dire, j'ai fait quoi? Pas grand-chose. Voilà, à mon niveau, je dirais, se réaliser, quoi. Le plus important, c'est se réaliser, découvrir d'autres choses, d'autres milieux. J'ai participé aussi aux élections municipales de ma petite commune, là, aux dernières élections. Donc, on a perdu, mais bon, j'ai rencontré plein de personnes très, très, très sympas et ça ouvre de nouveaux horizons, quoi. Ouais, envie de s'investir et de rencontrer aussi du monde, s'enrichir de ces rencontres aussi, j'imagine. Et quel conseil t'aurais à donner à celles et ceux qui auraient envie éventuellement de reprendre une entreprise ou d'en créer une? De ne pas avoir peur, d'oser. Souvent, on n'ose pas par des peurs qui sont un petit peu irrationnelles. Mais bon, qu'est-ce qu'on risque? Pas grand-chose. Au pire, comme disait Laurie, on rebondit, on retrouve du boulot. Du boulot, il y en a. Donc, on le voit, moi j'ai des soucis pour recruter. Donc, du boulot, il y en a. Donc, le risque, il est minime par rapport à tout ce qu'on peut en retirer. Puis si on est attaché à sa liberté et qu'on n'aime pas trop la hiérarchie, ou être dans un grand groupe où on ne se reconnaît pas aussi, parce que souvent dans les grands groupes, on est un pion et puis on n'a pas l'impression d'agir. Là, on est au cœur de la vie économique, on agit pour son entreprise et puis on a un projet qui nous anime. Et je crois que c'est important que de mettre un petit peu de sel aussi dans sa vie, quoi. Après, tout le monde ne peut pas être, je pense, chef d'entreprise, mais nous, on est deux maintenant, et c'est vrai qu'à deux, c'est plus facile que seul, parce qu'à deux, quand il y en a un qui est un peu dans le creux de la vague, l'autre, il peut essayer de le remonter. Pour les décisions, c'est pareil, on n'a pas la science infuse, donc confronter un peu les points de vue, c'est aussi très, très enrichissant. Complètement. Nathalie, merci beaucoup pour cet échange. Merci. Et à très bientôt. Bientôt. Je vois un peu. Non, ça va. Non, après, j'ai fait ça, mes enfants, ils étaient autonomes et tout. Alors, j'ai acheté une maison où il y avait un arrêt de bus pas loin, qui puisse être autonome, sinon c'est la course. Ouais, non, mais c'est sûr, quoi. Bon, maintenant, ils sont grands, donc je peux faire encore plus de choses, quoi. Non, malheureusement. Non. Pas encore, ouais. Non, ça reste quand même, des institutions, je dirais pas vieillottes, mais bon, traditionnelles, quoi. Traditionnelles, ouais, c'est en train de bouger. Là, il y a une vice-présidente, là, qui est assez dynamique. Oui, alors, l'historique, c'est compliqué à reprendre. Non, il y en a plein qui sont partis après, qu'on a fait partir ou qui sont partis, parce que c'est pas évident de reprendre un historique. Ça a été... Oui, c'est compliqué, oui. Oui, ça a été compliqué, parce qu'ils ont peut-être pas compris pourquoi, ou alors après, on leur a mal expliqué. Après, on s'est rendu compte que quand on parlait, on ne comprenait pas forcément ce qu'on voulait dire. Enfin, je veux dire, il y avait un décalage entre ce qu'on dit et ce qui est perçu. Mais il y en a beaucoup, on a renouvelé énormément. Là, maintenant, on a choisi les gens avec qui on voulait travailler. Le réseau Adour Entreprendre. Oui, on est lauréat. Oui, on a été lauréat. Du temps de Pierre Crousy. Merci Nathalie. Merci.